Ambiance flippante ce soir les amis, car vous l'aurez compris, vous devinez à fort sur la chaîne, le format est récurrent. On va se raconter des histoires effrayantes que vous m'avez envoyées depuis l'adresse mail leo@d-influence.com. J'ai hâte qu'on lise tout ça ensemble. On va se faire peur ce soir les amis. On a beaucoup de paranormal, très peu d'histoires où vous rencontrez des psychopathes, heureusement en réalité. Sinon ce serait tout bonnement nul pour vous. Mais par contre, n'hésitez pas si vous avez vécu des histoires un petit peu bizarres avec des humains, des tueurs en série potentiellement. Là ce serait chaud. Par contre, c'est terrible, j'ai l'impression d'être tout le temps dans ce décor, dans les formats abonnés, dans les formats storytelling même, où je raconte des histoires paranormales. Et maintenant, quand je raconte vos histoires, tranquillement comme ça, je rentabilise le décor comme pas possible. C'est ma maison, littéralement, de base, d'un abonné. Maintenant, la mienne. Bon, les amis, est-ce que ça vous dit qu'on commence la première histoire? Non, 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 évidemment que non. On va d'abord aller tous sur Instagram là, très vite tout le monde. Vous allez les amis sur le canal que j'ai créé, Les Veilleurs, dans lequel, vous verrez quoi, je partage vos histoires que vous m'avez envoyées d'assez flippantes. Sur encore une fois, le running gag est terrible, l'adresse leo@d-influence.com. Dans quelques semaines normalement, ou dans quelques jours, je ne sais pas trop, mon planning en réalité, il est assez aléatoire. Je vais faire une foire aux questions hyper banale où je parlerai pendant une petite heure. Je parlerai de moi, des vidéos, des projets qui arrivent en full transparence, vraiment. De tout ce qui se passe dans ma vie parce qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de tournages de prévus, beaucoup de nouvelles qui arrivent, beaucoup de nouveaux formats horreur qui vont être très sympas et que vous allez kiffer. J'ai envie de parler avec vous de manière hyper transparente pendant une bonne heure. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. J'en prendrai du coup les commentaires que vous posterez sous cette vidéo pour du coup y répondre dans une prochaine vidéo. Et ce qui peut être cool d'ailleurs, n'hésitez pas tout de suite à me mettre en commentaire dans quel lieu on pourrait faire la FAQ parce que moi je pensais directement à un truc un peu flippant où on est dans une forêt, dans un bunker ou je sais pas, un truc un petit peu abandonné comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel lieu je pourrais aller quoi finalement pour répondre à toutes vos questions les plus loufoques. Bon, commençons du coup les amis par la première histoire parce que bon on parle mais je pense qu'il faudrait commencer peut-être par la première histoire que vous m'avez envoyée sur l'adresse le mec force. Première histoire. Il s'agit d'une histoire vécue entre mes 13 et 15 ans dans un contexte familial particulier. Mes parents venaient de se séparer et mes sœurs et moi vivons à Tamatave avec notre père. Un père très cartésien qui ne croit absolument pas au paranormal. Peu après le départ de notre mère, l'ambiance de la maison s'est alourdie. Il y avait des tensions familiales et une atmosphère étrange qui s'est progressivement installée. Nous avions alors plusieurs femmes de ménage, ce qui aura, vous le verrez, son importance pour plus tard. Nous avons commencé à avoir plusieurs sensations d'inconfort la nuit. Peur du noir, veilleuse allumée, sentiment de présence. Puis certains objets changeaient de place. Des pièces étaient anormalement froides et les phénomènes bizarres se multipliaient. Les ampoules ne s'allumaient plus sans raison. Des jouets étaient déplacés. On entendait des bruits inexplicables. Avec le temps, la situation a empiré, surtout après l'arrivée de ma belle-mère. Je me réveillais chaque nuit, précisément à 3 h du matin, pris d'une peur panique. Ma petite sœur est devenue somnambule. Elle parlait en dormant, les yeux blancs, et disait des phrases incohérentes. Ma grand-mère venait souvent dormir chez nous pour essayer de l'apaiser. Chaque matin, nous retrouvions dans le jardin des oiseaux morts, le cou tordu à 180 degrés. Des traces de mains et de pieds apparaissaient sur les murs. Tout ça dans ma chambre. Des traces de mains et de pieds apparaissaient sur les murs de ma chambre, que je nettoyais pourtant seul. Une nuit, j'ai vu une silhouette sombre près de l'escalier, figée dans le noir. Les cauchemars étaient récurrents. Un homme grand, menaçant, rôdait dans la maison. Il attendait que nous soyons seuls pour nous attaquer. Il m'obsédait tellement que je ressentais parfois le besoin de le dessiner au réveil. Un soir, lors d'une coupure d'électricité, nous avions allumé des bougies dans le couloir. Et alors là, j'ai vu une ombre se déplacer derrière la porte de ma chambre. Aucun bruit de pas. L'ombre s'est arrêtée derrière ma porte, pourtant fermée à clé. L'angoisse était devenue telle que mon frère a fini par décider de déménager. Et à partir de ce moment-là, tout s'est arrêté net. Plus aucun phénomène. Ma mère vit aujourd'hui dans cette maison. Elle n'a jamais rien ressenti. Ce n'est que lors du déménagement que nous avons découvert la source du problème. Une trentaine de Fanadodi Gazi, objets traditionnels utilisés dans les rituels de magie noire, avaient été cachés un peu partout dans la maison. Ils avaient été placés là par l'une des femmes de ménage. Nous avons appris plus tard alors qu'il s'agissait en fait d'une sorcière, originaire du village natal de ma mère. Elle aurait été en fait envoyée par ma grand-mère pour jeter un sort à notre famille. Voilà pourquoi je souhaiterais, si c'est possible, partager cette histoire à la place. Encore une fois, je comprendrai totalement si le changement n'est pas possible. Waouh. Alors moi personnellement les amis, les histoires de sorcellerie,
C'est ce qui me terrifie le plus, honnêtement. Je sais pas dans les commentaires, vous, ce qui vous terrifie le plus comme histoire, comme mécanique de flip, mais moi, c'est le fait qu'une personne que tu ne connais pas ait le pouvoir de ruiner ta vie avec de la simple magie. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il y a toujours ce débat-là. En tout cas, j'espère que cette grand-mère ne fait plus ce genre de choses à ta famille et on espère que tu vis une vie tranquille. Comment t'appelles-tu? C'est une question que je me pose d'ailleurs parce qu'il n'y avait pas ton prénom dans le mail. Bon, même si j'ai pas cette précision-là, merci beaucoup de nous avoir partagé ton témoignage et je ne débunkerai pas cette histoire. Parce que dans les derniers épisodes, je faisais que débunker, essayer de trouver des solutions et tout. C'est cool, c'est sympa, c'est très naturel de faire ça parce que l'humain essaye toujours de expliquer, de trouver une solution rationnelle dans tout le paranormal. Mais des fois, c'est cool aussi de se faire kiffer, juste de se lire des histoires un petit peu flippantes qu'on a vécues. Et peut-être que voilà, les événements qui lui sont arrivés sont peut-être explicables par la science, évidemment. Et même la science n'a pas encore tout découvert, donc peut-être que plus tard, ce qu'elle a vécu, ce sera explicable. Bref, passons à la prochaine histoire, si vous le voulez bien. C'est parti. L'histoire débute il y a un peu plus de 5 ans. Mon cousin et moi avons décidé de nous lancer sur YouTube en partageant nos urbex et enquêtes paranormales sur notre chaîne Les Deux Explorateurs. À l'époque, c'était une simple passion que nous partagions principalement avec nos amis et connaissances. Notre toute première vidéo se déroule en Normandie, dans un lieu très connu des urbexeurs, un ancien hôpital de guerre datant des années 1900. Nous avions repéré ce lieu sur internet et décidé d'y tourner notre première vidéo, une visite nocturne. À notre arrivée, nous découvrons un lieu immensément beau, mais il semblerait qu'il ait été sécurisé récemment. Des plaques sont accrochées aux grilles, avertissant de la présence de caméras, et une cabane de sécurité semble indiquer qu'un gardien est potentiellement sur place. On est jeune, un peu insouciant, donc on rigole, et on décide quand même d'y entrer. Après de longues recherches, on trouve enfin une entrée dans un carreau de fenêtre de porte. Elle est exiguë, dangereuse, et on ne peut y passer que par un. On commence donc un petit repérage de jour, sans la caméra, vu qu'on ne connaît absolument pas les lieux. Alors rapidement, on tombe sur un groupe de 3 photographes postés sur le toit. On discute un peu, ils ne sont pas d'ici, et on fait pas mal de routes pour venir. Ils repartent bientôt, eux. On ne leur dit évidemment pas qu'on viendra de nuit. On leur dit juste qu'on visite l'après-midi, et c'est tout. Après leur départ, on continue notre repérage, et une fois la nuit tombée, on prend la caméra et on commence à tourner. Mais l'ambiance n'a plus rien à voir avec elle de la journée. On ressent immédiatement une insécurité pesante. Le lieu est chargé d'histoire, visuellement superbe, mais quelque chose ne va pas. Bon, on continue malgré tout l'exploration. Au début, tout se passe bien. Mais rapidement, l'atmosphère commence un peu à changer. On explore des pièces exiguës qui mettent très mal à l'aise. Certains graffitis semblent faits pour intimider. Une porte coupe-feu extrêmement lourde et maintenant fermée. Alors qu'elle était ouverte dans l'après-midi. Bizarre. Et surtout, on entend un chien aboyer juste à côté, dans le jardin, près de la cabane de sécurité. Puis, un cri retentit au loin. On commence à perdre nos moyens. On ne connaît pas le lieu. On ne sait même pas qui pourrait être là, ni ce qu'ils veulent. Petite précision, depuis notre arrivée dans l'après-midi, on ne l'a jamais quitté. On a suivi chaque éventuelle arrivée dans le lieu. Quand on était sûr d'être seul, on a commencé la visite. Malgré la peur, on décide alors de continuer la vidéo. Mais cette fois, la peur est bien présente. On veut finir au plus vite. Et c'est là que tout s'accélère. En redescendant au rez-de-chaussée pour clôturer l'enquête, on tombe nez à nez sur une caméra pointée dans notre direction. Un énorme bruit retentit, mais il est suffisamment fort pour nous faire sursauter. Alors qu'on tente de se calmer, un morceau de verre tombe dans la cour centrale du lieu. Cette cour, pour savoir, est entourée par les bâtiments qui forment un carré autour d'elle. On est à bout. Mais avant de partir, on veut explorer les sous-sols, car on a entendu dire qu'il s'y trouvait des pierres tombales et d'autres choses étranges. Ils sont tout bonnement inconscients, il se passe les pires choses dans leur exploration, eux continuent. Tout l'inverse de ce que j'aurais fait, perso. On coupe donc la caméra, on court jusqu'à l'entrée du sous-sol, et on prévoit de relancer l'enregistrement sur place. C'est à ce moment précis qu'un cri énorme retentit. Il nous tétanise. On reste figé. On le sait maintenant, nous ne sommes pas seuls et cette ou ces personnes ne nous veulent pas du bien. Ce n'est pas un gardien. Un gardien se serait annoncé, aurait décliné son identité. Mais ce cri, non. On rallume alors la caméra, complètement paniqué. On se dirige vers la sortie, vers ce fameux carreau de fenêtre étroit où l'on ne peut passer qu'un par un. Arrivé devant, on s'arrête pour écouter, et là, on entend des bruits de pas traînants, dans le couloir qui mène à la sortie. On n'a plus aucun doute là, on doit fuir sur le champ. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, on décide de retourner dans ce lieu.
Non, plus pour faire un urbex, mais une véritable enquête paranormale. L'ambiance cette fois est différente, le lieu semble calme. Mais un détail nous intrigue. Une porte, à l'étage, est fermée de l'intérieur. On garde ça en tête. Une fois la nuit tombée, on commence alors notre enquête. On se sent beaucoup plus à l'aise qu'à notre première visite. Pas de bruit, pas d'aboiement, le calme plat. On se promène dans le lieu avec notre caméra et un K2. On pose quelques questions aux éventuelles entités présentes. Mais bon, rien ne se passe. On reste environ 2 heures. Puis on décide de partir. Et c'est après, en réécoutant les enregistrements, que tout change. Nos micros ont capté des bruits plutôt bizarres, de tout lointaines, des soupirs et surtout un PVE féminin, un murmure dans le théâtre, exactement au moment où je disais que le lieu était assez calme. On a envoyé l'extrait au Grand JT. Voici sa réponse. C'est trop fou. Salut les gars, merci pour votre message et le partage. En vrai c'est chouette, mais super dur à dire. Ça pourrait être un son de ventre, un gargouillement. Il y a eu un autre son? A plus, JD. Mais pour nous et pour toutes les personnes à qui nous avons fait écouter cet extrait, on entend clairement un murmure féminin. On ne peut pas affirmer à 100%, mais on est presque sûr. Et aujourd'hui encore, on se pose cette question. La première fois, y avait-il vraiment quelqu'un d'humain avec nous dans ce lieu? Effrayant à souhait, trop cool le fait aussi que tu as envoyé ça à JD et que tu as eu une réponse de JD, donc ça veut dire que ton enquête était sûrement assez crédible pour qu'il prenne le temps de répondre. J'ai adoré. Et je rêve par contre qu'on ait des images de ça. Est-ce que du coup tu as filmé ça? Est-ce que tu pourrais me l'envoyer pour qu'on la mette finalement aux gens en description? Donc si vous voyez cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à me l'envoyer ou je vous contacterai par mail juste après avoir tourné cette vidéo parce que j'ai envie de voir cette vidéo. J'ai qu'une hâte là, c'est de voir cette vidéo là pour voir les événements un petit peu bizarres. Et si vous avez du coup posté ça sur YouTube, vous avez fait une vraie enquête, j'ai trop hâte de voir. Mais du coup ouais, comme l'a dit JD, possiblement explicable en vrai par des gargouillements. C'est un lieu, les lieux comme ça abandonnés qui sont vachement habités par des animaux. Est-ce que le cri de féminin que tu as pu entendre ne pourrait pas être un bruit de renard? Après, bizarre aussi cette porte fermée de l'intérieur, mais bon, est-ce que tu vois, quand vous êtes retourné dans le lieu quelques temps plus tard, est-ce que, je sais pas moi, le bois n'a pas gonflé et du coup c'était plus trop possible de l'ouvrir? Beaucoup de questions qui restent sans réponse, encore une fois, dans ce genre d'histoire, c'est assez frustrant. Le paranormal, c'est souvent ça. Hein. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, les amis, si vous avez des réponses pour aider cet abonné du coup qui a vécu une expérience très bizarre dans un lieu soi-disant hanté. Et on passe du coup maintenant, les amis, si vous voulez bien, à la 3e histoire. Histoire numéro 3. L'histoire s'est déroulée en 2015. J'étais très proche d'une amie d'enfance, Marine. Nous avons grandi ensemble dans la même ville du nord de la France. Nous sommes même devenus voisins quand j'ai déménagé en 2006. Bref, j'étais très proche de Marine et je connaissais toute sa famille. En 2015, sa grand-mère maternelle a perdu son mari. Comme ils habitaient dans le sud, elle a décidé de remonter dans le nord de la France pour être au plus près de sa famille, de ses enfants et de ses petits-enfants. Étant proche de la famille de Marine, j'ai rapidement fait la connaissance de sa mamie et j'ai participé même aux visites de maison pour l'aider à trouver un logement au plus vite. D'autant plus qu'on connaissait vachement la ville comme notre poche. Et vient le jour où elle m'annonce avoir trouvé une petite maison à quelques minutes en voiture de chez Marine. Et lorsqu'elle me propose de la visiter avec elle, je suis ravi. D'autant plus qu'elle se trouve à quelques minutes de ma maison d'enfance, et dans le même quartier aussi qu'une autre amie d'enfance. Nous arrivons donc à 4 devant cette petite maison. Marine, sa mère, sa grand-mère et moi-même. Pour y accéder, il faut passer un petit portail manuel qui donne sur une entrée de garage bétonnée. Et bien sûr, sur la porte d'entrée. À peine arrivé devant la porte, je me sens pas très à l'aise. Mon visage se ferme, je n'ai pas envie d'entrer, comme l'impression de déranger. Que ma présence n'est pas trop souhaitée. Mais bon, j'entre tout de même et j'essaie d'oublier ce sentiment assez désagréable. Mais il ne me quittera pas malheureusement de toute la visite. Ce sentiment était vraiment oppressant. La porte d'entrée donne sur les escaliers menant au premier étage, puis sur un salon et une salle à manger en enfilade. Au bout de la salle à manger, il y a une ouverture vers la cuisine. Et plus je m'approche de la cuisine, plus mon mal-être grandit, comme si je devais partir, comme si je n'étais pas le bienvenu. Dans cette même cuisine, il y avait une porte qui donnait sur le garage, et n'étant pas trop à l'aise, je n'y entre pas. Je passe juste la tête furtivement. Je précise qu'à l'époque, je n'avais pas confiance en mes facultés. Et même si je ressentais des choses, je n'en parlais à personne. Je n'ai donc rien dit à Marine ni à sa famille. Et de toute façon, sa mamie avait déjà signé l'achat de la maison. Après cette première visite étrange, j'ai continué d'aider Marine et sa grand-mère à emménager. On a fait plusieurs voyages dans les semaines qui ont suivi pour transporter des meubles, des cartons et de l'électroménager. Et à chaque visite, je ressentais la même chose, un malaise, la sensation de déranger.
l'envie de partir vite. Et ces sentiments, encore une fois, étaient encore plus intenses quand je me trouvais dans la cuisine. C'est pour cette raison d'ailleurs que je faisais en sorte de ne jamais me retrouver seul dans une pièce. Ce carton est trop lourd pour toi. C'était devenu mes phrases fétiches. Puis, un soir d'octobre, on fait un apéro improvisé pour l'anniversaire de Marine. Elle me précise en dernière minute que sa grand-mère nous laisse la maison pour l'occasion. Sa mère vit en appartement et on n'aurait pas eu assez d'espace. C'est une sorte de cadeau de remerciement pour l'avoir aidé tout au long du déménagement. J'essaie d'oublier mes ressentis et je me rends à cette soirée dans la maison de sa grand-mère, en évitant de me retrouver évidemment seul dans la cuisine. En évitant d'y poser même un pied. On s'installe autour de la table ronde de la salle à manger qui donne alors sur la cuisine. Je m'assois volontairement en tournant le dos à cette pièce. La soirée se passe bien, les apéros s'enchaînent, on rigole beaucoup, on a un énorme fou rire, jusqu'à même en pleurer. Mais tout d'un coup, on s'arrête de rire, tous les quatre, au même moment. On se regarde, un énorme bruit vient de l'étage, comme un vase qui se brise. Un vrai fracas de verre. On était tous en bas, et la mamie de Marine n'a pas d'animaux, donc personne ne pouvait se trouver à l'étage. Là, ça commence à devenir intéressant. Mon mal-être revient immédiatement. Je dis à Marine qu'on doit partir, que quelque chose ne va pas. Je me sens en danger. Malgré tout, on décide quand même d'aller vérifier. Évidemment, c'est ce qu'on aurait voulu les filles. Tous ensemble, on monte les escaliers, lampe torche, de téléphone à la main. Les lumières sont faibles, jaunâtres, un peu glauques. On ne trouve rien, aucune trace. En observant les pièces, je remarque que la mamie de Marine a installé un crucifix à l'entrée de chaque chambre. J'aurais dit à Marine qu'on doit partir. Je me sens pas à l'aise. Quelque chose cloche. On décide de tout sortir. Et je ressens un énorme soulagement. Mais uniquement après avoir franchi, non pas la porte d'entrée, mais le petit portail. Dehors, enfin apaisé, je demande à Marine ce qu'il se passe alors dans cette maison. Et alors avec un air inquiet, elle m'avoue que sa grand-mère vit des phénomènes plus qu'étranges. Elle entend des bruits de pas. Il y a même de l'eau au sol souvent, sans explication. Des lumières qui s'allument toutes seules. Elle a fini du coup par contacter l'agence immobilière. Et là, ils ont avoué que l'ancien propriétaire était décédé dans la maison. Devinez quoi? Entre le garage et la cuisine. Des suites d'une longue maladie, je lui raconte alors tout ce que j'ai ressenti. Et on s'est senti vraiment bête de ne jamais en avoir parlé plus tôt. Depuis ce jour, je fais beaucoup plus confiance à mes ressentis. Ils sont même devenus très utiles, surtout quand je déménage. Merci beaucoup Léo de m'avoir lu, j'espère que cette histoire t'a plu. J'en ai beaucoup d'autres en stock, mais j'ai dû faire un choix. A très vite Florian. Merci Florian, on a ton prénom trop cool. Alors cette histoire me fait bien bader comme toutes les autres qu'on a vécues. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'en fait, au début, on pourrait croire que c'est des choses rationnelles qui auraient pu expliquer finalement tous les phénomènes que tu as vécus. Les ressentis, ça peut être finalement juste des ressentis et quelque chose de pas fondé sur du paranormal, mais fondé du coup sur juste une peur, un mauvais ressenti, l'humidité de la pièce, bref. Des sentiments qu'on peut ressentir finalement quand une maison est assez vieille. Le vase brisé, pareil, ça aurait pu être, je sais pas, moi, elle a peut-être mal placé. Ça peut être explicable, les lumières qui s'éteignent, un bug électrique. Mais par contre, le fait que l'agence immobilière te dise à la fin que la personne est décédée entre la cuisine et le garage, ça prouve directement que là, il y a un truc bizarre. D'autant plus que toi, tu ressentais le sentiment bizarre dans cette pièce, dans la cuisine. Bizarre. J'attends vos avis, les amis, dans les commentaires. Et on passe maintenant à la 4e histoire. Salut Léo, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Mathilda, 18 ans, et je vais te raconter une histoire étrange qui m'est arrivée. Ma famille et moi avons déménagé dans une vieille maison des années 70, attirée par son grand jardin et son loyer abordable. Déjà, on sent que le truc est un peu bizarre. Loyer abordable pour un jardin immense, très chelou. Dès la visite, ma sœur et moi, nous nous sommes sentis mal à l'aise. Mais on pensait que c'était dû à notre habitude des maisons modernes. L'été s'est bien passé, mais avec l'arrivée de l'hiver, l'ambiance a radicalement changé. Tension constante, disputes quotidiennes et ma mère épuisée. Pour ma part, tout a vraiment commencé lorsque je me suis installé dans la chambre de l'ancienne propriétaire. Avant cela, je dormais dans une autre pièce, en attendant que la peinture blanche soit terminée. Dès la première nuit, je me suis senti comme observé, comme si quelqu'un me regardait depuis la fenêtre. La couverture était devenue oppressante. Mais malgré l'inconfort, j'ai fini par m'endormir. Pour faire un cauchemar des plus horribles. Dans ce cauchemar, une entité poursuivait ma famille et je les voyais mourir un par un sous mes yeux de différentes manières. Ayant déjà fait des rêves prémonitoires, dont la mort de ma grand-mère, ce cauchemar m'a profondément troublé. Le lendemain, j'en ai parlé à mes parents, mais ils sont restés plutôt sceptiques, très cartésiens comme ils sont. Le deuxième soir, même scénario, un cauchemar atroce. Cette fois,
c'était moi la victime. Je voyais mon corps mutilé comme si mon tour était venu. Pour la 3e nuit, j'ai décidé alors de changer de place dans mon lit. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais fait de cauchemar. Mais bon, ce n'était que le début. Des événements plus concrets ont commencé à se produire au point d'inquiéter même mes parents. Chaque vendredi soir, à la même heure, un bruit sourd retentissait dans ma chambre, toujours au même endroit, comme si un objet lourd tombait violemment. Au début, je ne l'avais même pas remarqué. Ce sont mes parents qui m'en ont parlé, car cela n'arrivait que lorsque je n'étais pas dans ma chambre. Eux l'entendaient clairement depuis le salon. On a tenté alors de trouver une explication rationnelle en se disant que c'était peut-être le bois qui travaillait. Pourquoi pas? Mais non, ce n'était pas un simple craquement. Les phénomènes étranges ont continué jusqu'à notre déménagement. Impossible de rester plus longtemps dans cette maison insalubre et déjà habitée. Un jour, alors que ma sœur et moi faisons les cartons dans une pièce du sous-sol, un bruit de porte grinçante a retenti, comme si une porte se fermait lentement. Mais aucune porte dans la maison ne grinçait, et personne ne pouvait la voir bouger. Mes parents dormaient à l'étage, et nous étions ensemble. Terrifiés, nous avons immédiatement remonté les escaliers. Quelques minutes plus tard, on a pris notre courage à 2 mains et on est redescendu. Et là, le bruit est revenu. Cette fois, on n'a pas recherché à comprendre, on a fui. Notre dernière soirée dans cette maison a été hallucinante. Vers 18h, la nuit tombait et je terminais mes cartons dans mon dressing. À 21h, tout est prêt. Alors, je suis descendu du salon, retrouver mes parents. Et c'est là que, pour la première fois depuis notre arrivée, j'ai entendu ce fameux bruit dans ma chambre. Déterminé à vérifier, je suis monté, mais rien, absolument rien, n'était tombé. Je suis redescendu, quelques secondes plus tard, un autre bruit. Les tiroirs de mon dressing qui se ferment. Mes parents me regardent complètement stupéfaits. Je leur assure les avoir tous fermés pendant que je faisais mes cartons. Je remonte et tout est à sa place, intact. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que le mari de l'ancienne propriétaire est décédé, probablement dans cette maison. Et ma chambre, c'était en réalité la sienne. Mon lit était exactement à l'endroit où se trouvait le sien, là où mes cauchemars avaient commencé. Aujourd'hui encore, penser à cette maison me donne des frissons. J'ai vécu d'autres expériences dans ma vie, des bruits de respiration entre autres, mais celle-ci est la plus récente et surtout la plus marquante. Je pense que le pire truc qui aurait pu t'arriver, c'est que tu aies 3 mois de préavis déjà, que tu puisses pas quitter la maison directement, là c'est cool, tu as pu très vite réagir avec tes parents. Et aussi le pire, c'est que tes parents ne te croient pas. Bon, au début ils étaient sceptiques, étant donné que c'est des gens très sceptiques de base, mais imagine, ils ne te croient pas, et toi t'es persuadé d'avoir vécu ça, vu des choses bizarres. Je pense que c'est the pire truc qui peut t'arriver. Très bizarre en tout cas, les tiroirs qui se claquent, t'arrives, hop, il n'y a plus rien, c'est absolument terrifiant. On dirait que la personne joue avec toi et est un peu malsaine, c'est très flippant. Mais bon, tu as bien eu raison de déménager après ça. On l'aurait tous fait évidemment? Non, car il faut beaucoup de moyens. Attention. Après ça va, le loyer n'était pas trop cher, mais j'imagine quand tu as 1 mois là de préavis et que tu dois du coup rester 1 mois de plus, ou même 3 mois, il y a des personnes qui ont 3 mois de préavis et que tu vis dans une maison hantée, tu es obligé littéralement de vivre encore 3 mois sous le toit de plusieurs entités fantômes quoi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé à vous d'avoir une maison hantée, déjà très peu probable, quoique, je reçois beaucoup de mails de ça. Vous avez voulu partir et non, paf, le préavis qui tombe. Mais on a beaucoup dans cette vidéo d'objets qui se cassent, de grattements dans les maisons, mais bon, c'est flippant, mais après, souvent, est-ce que ça peut pas être causé parce qu'une maison, sa vie, il y a plein de bruits, plein de choses qui peuvent causer ces bruits-là. Après ces cauchemars, voilà encore une fois, est-ce que ça peut pas être explicable? Est-ce que tu t'es pas monté la tête et hop, ton cerveau du coup a injecté ces cauchemars-là du coup les nuits d'après parce que du coup tu te sentais directement pas bien dans la maison? Peut-être, c'est possible. Et ça, c'est pas un truc à mettre de côté. C'est souvent ça dans les événements paranormaux. Enfin, souvent on croit que c'est paranormal, mais c'est juste des humains qui se montent la tête, une sorte d'hallucination collective ou un truc du genre, qui peut expliquer ces phénomènes plus que bizarres. Mais bon, là, ce qui est flippant dans l'histoire, c'est que tes parents sont très cartésiens, et là, que eux-mêmes se mettent à y croire et commencent à avoir peur, c'est ça qui rend l'histoire tout à fait légitime à être dans ce format, et hyper flippante par la même occasion. Merci beaucoup pour ton témoignage. Bon, les amis, on passe maintenant à l'histoire numéro 5. Ok. Salut Léo, il n'est jamais facile de partager avec quiconque une expérience étrange. Il y a toujours le risque de passer pour un fou, ou mieux, un mytho. Puis j'ai découvert ta chaîne, où les gens racontent leur histoire, et après avoir regardé quelques-unes de tes vidéos, j'ai décidé, moi aussi, de partager mon vécu. Je suis trop hype, il raconte trop bien. Il y a 10 ans, en plein milieu de l'été, j'ai emménagé dans une maison située au cœur d'un quartier à l'écart de la ville. Un quartier non loin de la Seine, enclavé par des forêts et des champs. C'était une maison avec un étage, assez grande, pour accueillir une famille. Bien sûr, la première année, tout était plutôt normal. Il y avait bien des bruits, des grincements ou des craquements, mais pour une maison qui datait de 1916, bon, c'était pas vraiment étonnant.
C'était l'été suivant, alors que pendant mes congés, je m'activais à quelques petits travaux, dans la maison. J'entendis courir à l'étage, puis dans l'escalier. J'avais dit aux enfants d'arrêter, mais les pas continuaient. J'ai posé donc mon pinceau à colle et ma bande de papier peint, et je me suis posté au pied des marches, mais plus rien. J'ai donc décidé de monter et de faire le tour de l'étage. Et bon, personne. Je me place à une fenêtre qui donnait sur la cour, et je voyais qu'ils jouaient tous dehors. Sur le coup, je doutais d'avoir bien entendu. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, et j'ai donc décidé d'oublier et de reprendre mon activité. Étrangement, les pas cessèrent pour la journée. Le reste de l'été fut, pour ainsi dire, la même chose, des pas. Je montais, puis plus rien. Puis, les choses se calmèrent pendant un temps. Quelques mois plus tard, durant une nuit, je fus réveillé par un bruit. Je me levai, montai et entrai dans la chambre de ma fille. Elle était assise sur le bord du lit. En me voyant, elle se recoucha sans dire un mot. Je fis de même. Les jours passaient et je me rendis compte qu'elle passait de plus en plus de temps dans sa chambre. Et lorsque je me demandais pourquoi elle ne me répondait pas, elle était avec son amie. Évidemment, elle avait 9 ans et je me dis bon qu'elle a sûrement une amie imaginaire. Mais bon, c'est pas très grave. Je referme la porte et je l'entends à nouveau discuter de moi comme si elle parlait à quelqu'un. Je lui dis à travers la porte de redescendre et je l'entends dire « Bon allez, j'y vais ». Elle ouvre la porte et descend et fila très vite dehors. Je restais là, dans l'embrasure de la porte, à fixer la pièce vide. J'en parlais à ma femme, assez sceptique. Je précise évidemment que je ne lui ai pas parlé des pas. Et bon, après ça, elle me dit que ça lui passerait. C'est maintenant l'hiver, la nuit tombe de bonne heure, et le maire a décidé, à cause des dégradations, de mettre un couvre-feu et de couper les lumières dans les rues à partir de 23h. Un soir, en fermant les volets de ma cuisine, j'aperçois au fond de ma cour 2 lueurs. Elles étaient jaune-orangé et ressemblaient à 2 boules de feu. Autant surpris qu'intrigué, je reste complètement figé sur place et j'observe pendant de longues minutes. Je ne voyais que ça à cause de l'obscurité. Je ne distinguais pas de silhouette, juste 2 yeux bizarres. Au bout d'un moment, je décide alors d'en avoir le cœur net et de sortir. Mais le temps de quitter la cuisine jusqu'à la porte d'entrée, il n'y avait plus rien. Je suis allé voir alors plus près, essayant de trouver une réponse, mais là encore, rien du tout. La nuit suivante, j'avais l'habitude de fermer toutes les portes avant d'aller me coucher. Et là, je fus réveillé, ma femme aussi, par le claquement d'une porte. Je me lève et toutes les portes là étaient ouvertes. Je fais alors là le tour pour voir si quelqu'un était debout, mais personne de la famille. Je décide alors de me recoucher, mais je ne ferme pas l'œil de la nuit. Quelques mois passent où la maison est plutôt calme. Et un jour, les parents de ma femme se rendirent chez nous. On s'installe sur la terrasse pour discuter lorsqu'un bruit de métal tombant sur une dalle en béton se fit entendre. Puis un autre, puis un autre. Ça venait du bâtiment où étaient entreposés mes outils. Je vais chercher alors la clé et me précipite pour ouvrir. Avec méfiance, j'entrebâille la porte et je m'attendais là à voir un animal que j'aurais enfermé sans faire attention. Mais rien. Rien n'était tombé, mes outils étaient en place et aucun animal n'en était sorti. Trop bizarre. Puis, une nuit, ma femme me réveilla. Un peu prise de panique, elle me désigna un coin de notre chambre en me disant qu'il y avait de la fumée. Je regarde, j'aperçois vaguement une nappe de brume à l'endroit qu'elle me montre, mais lorsque je me redresse, elle s'évapore. Le reste de la nuit, je lui explique mes doutes. Le lendemain, on décide alors de faire venir un spécialiste qui fit le tour de la maison. Et... Putain, il y a un hibou dans la cheminée, ça fait trop peur. Et on nous confirme une présence. Ce n'était cependant pas une présence malfaisante. Le spécialiste nous indique qu'il ressentait plutôt du stress ou de la contrariété. Après des recherches, il s'avère qu'une femme avait vécu, avant nous, une grande partie de sa vie dans cette maison, et elle y est apparemment décédée, apparemment dans la chambre de ma fille. Selon la médium, elle aurait apparemment voulu que l'on parte de chez elle. Il m'a donc conseillé de faire brûler des bougies neutres et blanches pour calmer l'esprit. Durant 1 an, jour et nuit, nous avons allumé des bougies. Les choses se sont petit à petit calmées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais encore aujourd'hui, quelquefois, lorsque je suis réveillé par les vibrations des coups portés contre les murs, j'allume une bougie pour m'assurer un retour à la sérénité. Alors, les tons se sont un peu mélangés, autant pour moi, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé dans la narration de cette histoire. Incroyable, on est encore sur une hantise, une maison hantée apparemment. Mais du coup, ce qui est trop bizarre, c'est que tu n'as pas vu physiquement les choses. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que on dirait que l'entité a voulu un peu jouer avec toi, un peu pour te faire passer pour le fou de la maison. Parce que dès qu'il se passait un truc et que tu allais voir, hop, il n'y avait rien. Hyper effrayant,
Le truc le plus effrayant, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait qu'on ne puisse pas te croire qu'il t'arrive des trucs comme ça, des dingueries, et tout le monde te dit bah ah non, c'est bon, hop, ta femme est cartésienne, mais non, c'est rien de fou. Merci pour ton partage, on espère que tout va mieux dans cette maison et que tu n'y es pas encore par contre. Ça, attention, ça c'est très grave si tu y es encore. Je pense que oui, honnêtement, vu comment tu racontes l'histoire. J'espère que tu as fait le stock de bougies. Le mec comme Thibaut InShape, à la place d'avoir plein d'œufs, de boîtes d'œufs, lui il a littéralement des bougies. Un stock de bougies le frérot. Évidemment, on enverra au frérot un stock de bougies parfumées. Non, plus d'argent. Tout ça là, ça coûte très cher. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, c'était 5 histoires d'abonnés, j'ai pris du plaisir à vous raconter tout ça. N'hésitez pas encore une fois à me poser des questions, j'y répondrai évidemment dans une prochaine foire aux questions, ça date ce concept là, j'ai l'impression d'être vieux à faire un truc comme ça. Non en vrai plus sérieusement je trouve ça vraiment trop cool de vous parler à cœur ouvert, vraiment je vais être full transparent, ce sera un podcast un peu long d'1 heure à écouter en fond, pas obligé de regarder visuellement. Il n'y aura pas forcément trop de trucs divertissants, si ce n'est que je serai dans un lieu un peu flippant, dans une forêt. D'ailleurs, dites-moi ça en commentaire où je pourrais faire la FAQ. Je vous ai posé trop de questions dans cette vidéo, je vous ai un peu bourré l'esprit de questions. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me répondre avec des timecodes. Pour répondre à ça, hop, tac, tac, paraphrase, alinéa, ça part instant. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on se retrouve très prochainement pour une soirée flippante comme ça ensemble. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez pu être apaisé après le taf. Je sais que pour certains c'est dur, voilà le taf, vous faites des métiers parfois compliqués. Hein. Si je peux être là pour vous divertir après une grosse journée de travail ou une grosse journée de taf à l'école, c'est le plus important pour moi. Si vous avez pu un peu penser à autre chose, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Léo et je vous dis à plus. Salut tout le monde, bonne nuit à vous. Enfin, du moins essayez de passer une bonne nuit après ces histoires paranormales. Is the sea this fucking small? How small is the fucking sea? It's okay. Okay? Nice. Is the Devourer still there? I'm not boarding those ships. Fuck that. Oh god.